Depuis des années, Vidéo Val-de-Drôme plante sa caméra dans le monde paysan au pied du Vercors, et notamment chez les viticulteurs. De sorte que la crise actuelle de la clairette, nous l'avons vu venir et nos archives sur ce sujet sont éloquentes. En voici quelques extraits. Je viens de Colonzel, un petit village à côté de Grignan. Et alors, vous-même, vous avez de la vigne ou vous n'en avez pas? J'en ai plus. J'ai arraché depuis une quinzaine d'années. Parce que c'était dans l'appellation Tricastin à l'époque. Et le Tricastin ne se vendait pas à cause du nom de l'appellation par rapport aux centrales nucléaires du Tricastin. Donc il y a nous on a arraché parce qu'on n'arrivait plus à en vivre tout simplement. Donc mon mari est parti lui travailler à l'extérieur, moi j'ai gardé l'exploitation et j'ai tout mis en lavandin et prairie pour les animaux. Voilà. Le grand-père, il y avait du Clinton, il y avait tout ça dedans, mon père c'était autre chose. À la fin, on avait fait une petite vigne où il y avait tous les cépages des Côtes-du-Rhône dedans, les Grenaches, les Syrahs, même des vins qui coloraient un peu, tu vois, pour que ce soit du gros rouge. C'était du vin rouge, hein. C'est pas de la clairette. Ici, c'était pas de la clairette, c'était tout des vins rouges. Hein, on buvait que des canons. Hein, bon. Et on sait très bien que boire un canon, c'est sauver un vigneron. Hein, bon, au bistrot ou n'importe, on buvait une pinte. Il y avait une pinte pour chacun avec un verre. À tour de rôle, on payait sa tournée. Quoi. La pinte, c'était le demi-litre. Bon. On vendait quelques litres, on vendait quelques bonbonnes aux voisins, à ceux qui n'avaient pas de vignes. Mais même dans Beaufort, c'était pareil. Il y avait des petites vignes de partout. Hein. C'était tout à la pioche. Le défonçage se faisait au banard. Tu sais, cette espèce de pioche qui a deux grandes cornes, hein, mais qui était épaisse comme ça. Dans nos travers, il y avait des rangées de vignes qui tournaient un peu. Parce qu'ils ne faisaient pas ça au cordeau. Hein, ils faisaient ça comme ça, le cordeau à l'œil. Mais à l'époque, on ne pouvait pas passer un tracteur dans la vigne parce que les rangées étaient trop étroites. Il fallait faire ça avec un cheval ou une paire de bœufs au plus, quoi. On a refait le dessin de l'appellation sur les communes qui adhéraient. Et Gigord n'adhérait pas. Parce que Gigord, quand on leur a demandé, je crois que c'était en 1916 ou 1906, je ne sais plus, hein, on leur a demandé s'ils voulaient être dans l'appellation, et les Gigornons ont refusé. Ils venaient de subir le phylloxéra. Alors, ils n'avaient pas envie de recommencer. Ils ont dit ça. Et moi, pour faire le dossier, j'avais quand même pointé tous les espaces à partir des écrits de la commune, comme j'étais le maire. Il y en avait près de 80 hectares, quand même. C'est-à-dire que sur les chaux, il y avait de la vigne de partout. Il y en avait à Cobonne, il y en avait dans la vallée de la rivière. Autour de l'Oseron, tous ces tas de pierres qu'il y a, c'était toutes des petites parcelles où il se faisait du vin. Et ça se faisait tout à la pioche. Mon père m'a dit que dans le vieux Loseron, là, dans les Rolands, un arrière-grand-oncle faisait jusqu'à 40 hectos de vin. Et il se buvait pratiquement tout sur place. Il s'en buvait beaucoup sur le plateau, là-haut. Parce que sur ce plateau de Gigord, rien que la partie Gigord sur le plateau, il y avait 150 habitants dans les fermes. Chacun faisait sa volaille, faisait son lait, faisait ses tomes, faisait son blé et faisait son vin. On était autonome. Aujourd'hui, on ne l'est plus. Hein. J'achète le vin pour boire. Parce qu'on ne boit pas de la clairette. Faut bien répartir. Automatiquement, on vide pas forcément dans les coins, donc.
On est loin de Die. Nous, on est au bout de l'appellation, donc on fait dans des paddocks. Il y a un transporteur qui nous monte la vendange à Die, et pour lui, il lui faut quand même un certain volume. Il ne peut pas transporter pour 8 ou 10 paddocks. Voilà, donc on essaye d'en faire minimum 24. L'appellation est grande, et puis il y a des gens qui arrivent à la retraite, donc il y a des vignes. D'un autre côté, un agriculteur qui arrive à la retraite, s'il peut transmettre, c'est quand même important pour lui, économiquement. Un jeune qui s'installe, de trouver un végétal qui est installé, c'est bien aussi. Enfin, les gens connaissent la clairette. Vous leur dites clairette de Die, oui, je connais. Ça fait combien de temps que vous n'en avez pas bu? Et quand ils diront, voilà, et quand ils la goûtent, eh bien oui, c'est bon. C'est très frais, il faut le consommer très frais pour avoir toute la fraîcheur du raisin. Comme il est effervescent naturellement, c'est très frais. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc il faut plus. Et puis on n'est pas haut en alcool, comme c'est on n'est pas dans des alcools, on est à 8 degrés, donc au même niveau qu'une bière, voilà, c'est intéressant. On peut la faire en cocktail, maintenant nous aussi on a des cocktails, les gens il faut qu'ils fassent des essais. Avec les voisins, ça a toujours existé. Quand on travaillait avec les chevaux, quand on travaillait à la main encore, c'était permanent. On avait besoin de 2 chevaux, on se mettait avec le voisin. Pour les moissons, on travaillait avec les chevaux en commun aussi, sur la moissonneuse lieuse. Ça faisait partie de la vie à l'époque. Si on analyse l'évolution de la situation des agriculteurs, pendant une très longue période, ils ont été considérés comme étant essentiellement en autarcie, c'est-à-dire que les échanges avec l'extérieur étaient très ténus, très rares. Et il faut attendre la loi de 1884, une époque très importante du point de vue de ces grandes lois pour les libertés, la liberté d'association, mais aussi la liberté de créer des syndicats. Et c'est là qu'ont été créés les premiers syndicats agricoles en France. Et la Drôme est pour ça très intéressante à analyser. Le premier syndicat agricole de la Drôme est créé à Die par Anatole de Fongalan, qui était un notable local, en août 1884. Alors je crois que la loi était de mars. Et en plus, ces statuts vont servir de modèle pour l'ensemble des syndicats de la Drôme, qui vont très vite être créés derrière, à l'exception d'un, qui est le syndicat agricole du Val de Drôme, qui est créé à Cré par Hyacinthe de Gaillard de Bancel, qui était d'Alex, et qui, lui, crée son propre syndicat aussi, et qui vont coexister pendant une longue période. Et ces syndicats, ils accompagnent cette première révolution agricole, ces premières créations d'échanges, par exemple pour acheter des engrais communs. Et ils n'étaient pas petits, hein. Le syndicat de Die, il couvrait 53 communes, ce qui était important, c'était plusieurs milliers d'agriculteurs. Ils achetaient des engrais, ils achetaient de la semence, etc. Et ça a été un des premiers à envisager de faire des prêts aux agriculteurs. Donc on voit bien une émergence liée aux échanges. Les premières coopératives qui se sont faites dans le secteur, c'était le syndicat, ça s'appelait le syndicat, c'était pour l'approvisionnement. L'approvisionnement en produits agricoles. Ils négociaient des prix, oui, au début du XXe. Hein. La COP de céréales, ça a été la seconde qui s'est créée dans la région. Hein. Elle s'est créée en 30 et quelques. Et c'est les coopérateurs, et ils avaient fait leur coopérative, et c'est eux qui allaient vendre. Les administrateurs partaient faire la tournée des moulins pour vendre la farine. Ce processus s'est fait de façon très intensive après la guerre, avec la modernisation de l'agriculture, et qui a généré de nouvelles coopératives, et avec cette fois la disjonction entre les coopératives d'approvisionnement, hein, tout ce qui permettait d'assurer l'approvisionnement pour les engrais, pour les semences, pour les produits phytosanitaires, et puis tout ce qui était à l'aval des exploitations, tout ce qui permettait d'écouler les produits. Et là, dans le Val de Drôme, on voit vraiment cette disjonction se faire à partir
par exemple, de l'histoire de la coopération viticole, 1950, pour la Clairette de Die. La viticulture était en difficulté, c'était un vin rouge qui avait très peu de qualité et qui était vendu par des négociants qui ne payaient que très peu les viticulteurs. Et donc ceux-ci ont décidé de se grouper et de faire des règles d'apport qui permettaient de peser sur le marché. Le premier président de la coopérative Clairette de Die était M. Bonnet, je crois qu'il était d'Espenel et il était réputé pour être plutôt d'obédience communiste, proximité desquels se situaient les jeunes protestants, qui étaient soutenus par leur pasteur, et dans lesquels on voyait bien un mouvement de rupture par rapport au passé, par rapport aux pesanteurs du passé, etc., pour s'organiser ensemble, pour exister, et pour participer à cette révolution, cette deuxième révolution agricole, qui consistait à atteindre la parité par rapport aux autres catégories sociales. Et pour l'atteindre, on va inventer des modes d'organisation nouveaux qui vont créer de nouveaux modes d'échange et de solidarité. À partir de quand est-ce que vous pensez que les viticulteurs vont eux-mêmes s'organiser pour leur activité viticole? En 1952. Là aussi, c'est issu du protestantisme. C'est une équipe de protestants qui disait, tiens, on se faisait blouser par les négociants. Quand il y avait des grosses années, ils payaient le moins possible. Enfin bon. Et ils ont dit, on va s'arranger pour créer une coopérative. Ça a dû mettre au moins 3 ans, quoi. Et ça s'est créé en 1952. Alors, qu'est-ce qui a été mis en commun d'abord? Qu'est-ce qu'ils ont... C'était la commercialisation? C'était ça l'erreur. C'est que ça a été la vinification. Donc on a embauché un directeur qui soit un technicien. Et au bout de quelques années, ça a pêché par le commerce, justement, parce qu'il ne savait pas vendre. C'était pas son métier, c'était un bon vinificateur, mais c'était pas... Et de crise en crise, on est arrivé à embaucher un directeur commercial. On est passé de la première année de 500 000 bouteilles, on est passé après à 5 millions, puis bon, petit à petit, par petits paliers. La coopération, ça n'a pas été toujours facile parce que j'étais président du Centre des jeunes agriculteurs et au niveau de la coopérative, on ne savait pas sur quoi on tournait parce qu'il y avait beaucoup d'apporteurs partiels. Les gens qui faisaient le vin chez eux, puis leur excédent, ils l'apportaient à la coopérative. Et au point de vue commercial, les commerciaux ne savaient plus sur quoi tourner, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient avoir. Alors, au niveau des jeunes agriculteurs, on avait dit, bon, on va imposer l'apport total. Et là, ça avait été... Là, j'étais l'homme à abattre. Dans toute la vallée de Vercheny, Barsac, j'étais l'homme à abattre. Et alors, on avait beaucoup discuté, parce que je leur avais dit, écoutez, nous, on veut savoir sur quoi on tourne. Vous avez le négoce, vous continuez à travailler avec le négoce, et nous, on travaillera avec notre coopérative. Mais en fait, ça avait été dur. Vous êtes devenu président... Des jeunes agriculteurs. D'abord. Mais là, on a beaucoup bossé et on est arrivé à conclure que finalement, il fallait faire travailler les coopératives ensemble. Donc on avait créé un comité de développement agricole. Ça faisait une concurrence, si vous voulez, au niveau de la production. Ce qui passait en vigne, ça n'existait plus en céréales, par exemple. Donc il y avait une espèce de concurrence. Là, il fallait arrondir les angles un peu partout, quoi. Si vous voulez, c'était gérer l'occupation du territoire, un peu. Ne pas éviter que ce soit toujours les mêmes qui en profitent, par exemple. Ça faisait partie du projet aussi. Et on avait fini par créer à la coopérative, d'ailleurs, je parle du coq à l'âne, mais une association qui était chargée d'acheter le terrain. Les terrains, la coopérative achetait les terrains, les louait à un jeune agriculteur ou à un agriculteur qui n'en avait pas assez,
Et au bout de 3 ou 4 ans, on le lui vendait. À terme, quoi. Et ça permettait d'éviter que les plus gros accaparent les terrains, parce que ça a toujours été... Dans l'univers, c'est ça, hein, c'est les plus gros qui bouffent les autres. Celui qui a le plus gros bâton, ou le plus gros portefeuille. On était 700 coopérateurs, là, à ce moment-là, à la coopérative. Avec une moyenne qui était autour d'1 hectare. Alors, lorsque vous dites 700 coopérateurs, alors vous pensez à quoi? Vous pensez à Jaillance, là, lorsque vous dites ça, ou vous pensez... C'était pas Jaillance à l'époque, c'était la cave coopérative. On était encore cave coopérative. On n'avait pas encore honte de s'appeler une coopérative. La honte des commerciaux. Ah oui, parce que vous pensez que le passage à l'appellation Jaillance, c'est, si j'ose dire, c'est pour faire moderne, quoi. C'est une marque. Cave coopérative, c'est pas une marque. Jaillance, c'était une marque. Parce que vous savez, dans le Diois, fin 19e siècle, avant le phylloxéra, il y avait 6000 hectares de vignes dans le Diois. 4 fois à peu près ce qu'il y a maintenant. Oui. Ouh là là. Il y en avait partout. Mais et parce que l'eau n'était pas potable à l'époque. Il fallait boire du vin. On se nourrissait et on buvait quelque chose qui était potable. Alors chez nous, la majorité des gens, c'est la vigne qui les fait vivre. Hein. Le restant à côté, c'est de bricole. Dans votre famille, on est dans la viticulture depuis combien de temps? Ça 120 ans au moins. Mon grand-père était viticulteur, pas de la même importance, parce qu'on a une médaille qui date de 1902 et 1903 pour la Perrette. Sur la commune de Sainte-Croix. Toujours ici dans la région. Toujours au même endroit. C'était pas moderne, c'était tout à la main. Il y avait déjà la clairette qui existait. Tout le monde avait plusieurs cultures. Mon père, après, il a pris la suite et il faisait des bouteilles qu'il vendait, qu'il expédiait. Moi, j'ai connu le travail à la pioche aussi. Des fois, il y en a qui avaient du matériel à deux. Bon, maintenant, tout a beaucoup changé. Presque tout le monde a son matériel propre. Mes grands-parents paternels étaient métayers d'une propriété avant d'arriver au village de la Chaudière. Et justement, j'ai une photo où j'ai mes grands-parents avec mon papa tout petit. À ce moment-là, ils vivaient, voilà, c'était en autonomie dur. Jusqu'au jour où ils ont pu acheter la propriété de Chaumiane. Comme revenu, qu'est-ce qu'ils avaient mes grands-parents? J'en sais rien. Ils élevaient les cochons. Enfin, ils élevaient les cochons pour eux, enfin pour avoir... ils n'avaient même pas de brebis, ils avaient les chèvres, quelques céréales, mais enfin ça représentait vraiment... Enfin, ils vivraient avec peu de choses, hein, franchement. Mon grand-père maternel avait acheté 2 terrains à ma maman, dont une vigne, la plus haute qui est sur le plateau de la Tour. Et mon père aimait la campagne, quoi. Il avait été élevé comme ça. Ce qui fait qu'il a continué et petit à petit, ils ont loué des terrains où il y avait des petites vignes parce que les gens qui travaillaient à l'usine à ce moment-là avaient chacun leur petit lopin de terre, là, un demi-hectare, et faisaient leur vin rouge, leur piquette. Et c'est la raison pour laquelle, petit à petit, mon mari, qui s'est mis à travailler avec mon papa, a acheté des petits bouts de terrain petit à petit. Et ils ont travaillé, mais c'est surtout mon mari qui a été vraiment le fondateur de la propriété viticole. Mon mari, qui était un gros travailleur, a eu envie d'aller jusqu'au bout. Il s'est beaucoup instruit, il allait à des
des séminaires, où, vous voyez, dans le sud, à Montpellier ou tout ça, pour connaître un petit peu tout ça. Puis il avait des bouquins et il a fait donc son vin. Alors il y avait du Grenache, qui avait une très bonne réputation, du Grenache, du Gamay, donc un vin rouge. Et puis il a eu envie de faire de la clairette, alors donc il fallait s'équiper. Alors pendant des années, ça a été ça, tout ce qu'il pouvait gagner. Ça passait en l'achat de terrain ou de cuves, mais ça lui a beaucoup plu. Notre fils a travaillé avec son père, ce qui fait qu'il fallait prendre une décision où ils continuaient à faire leur vin, c'est-à-dire il fallait investir pour faire une cave, pour faire donc comme chez les viticulteurs qui se sont indépendants, ou tout donner à la cave coopérative. Alors il y a eu un choix à faire et François n'était pas du tout commercial. Hein. Autant mon mari aurait vendu du vin, hein, je le dis, mais François ça ne l'intéressait pas du tout. Vous avez une idée de la combien de vendanges que ça fait pour vous? Pour moi, en tant qu'exploitant agricole, la 12e. Mais depuis que je suis gamin, en fait, moi je suis issu du milieu agricole, mes grands-parents en avaient. Et les dernières vendanges que j'ai fait, ça date de vieux, parce que d'abord les clairettes, comme en ce moment, on les vendangeait plutôt vers le mois de novembre. Et j'ai un souvenir mémorable, c'est la dernière année où j'ai fait, je devais avoir 8 ans avec mon grand-père, les clairettes, donc on a vendangé avec un feu de chaque côté de la vigne et des planches dans la vigne parce qu'il y avait de la neige. C'est chose qu'on ne peut plus voir maintenant. On a 1 mois et demi, voire 2 mois d'avance. Et à l'époque c'était difficile, mais c'était festif les vendanges. On a perdu un peu cette âme de festivité. En fait les vendanges pour nous c'est la conclusion d'une année de travail et de labeur, de dur labeur comme vous me disiez tout à l'heure. Nous on est beaucoup aidés maintenant avec les machines, mais dans le temps c'était des métiers qui étaient très difficiles. Hein. Maintenant on a les sécateurs électriques, on a les attacheurs électriques, les essimeuses avant tout se faisaient à la main. On a beaucoup de chance d'avoir tout ce matériel là. On avait des caisses en bois, c'était des caisses en bois qu'on portait à 2 et nous la vendange part tous les jours pour un problème de fraîcheur, tandis que là ça partait quand la parcelle était finie. Alors, les anciens ils faisaient aussi un peu du rouge ici, des gamay, mais ils coupaient le lundi, ils livraient le vendredi ou le samedi, donc ça a eu le temps déjà de fermenter un peu dans les caisses, ça faisait du degré. C'était un bon petit vin de pays on va dire, pour être gentil quoi. Ouais, c'est devenu beaucoup plus sévère. Ah non, ça n'a plus rien à voir du tout. Pour un problème de fraîcheur, nous on coupe là aujourd'hui, ce soir ça passe dans les pressoirs quoi. On est obligé quoi. Puis rien que déjà pour l'oxydation, sinon on aurait des couleurs de clairette qui seraient complètement altérées quoi. Il y aurait plus de filtration à faire et ainsi de suite quoi. Il a l'esprit d'entraide. Il a marché sur le matériel, mais sur le terrain, c'était plus difficile. Ah oui, parce que c'était l'essentiel. Oui. C'est ça. Mais il a commencé, il s'est quand même créé quelques GAEC. C'est-à-dire des exploitations qui, au lieu de se faire concurrence, ils se sont mis ensemble. C'était déjà plus coopératif. C'est comme si ils avaient affaire à gérer 2 forces contradictoires, à la fois d'un côté la compétitivité, la compétition pour accéder au marché, à la fois la nécessité de rester ancré au territoire. Et les coopératives sont bien concernées par cette double tension. Elles se voient très très bien dans la Clairette de Die, mais pour laquelle il faut faire attention, ce n'est pas la première crise. Quand on analyse l'histoire de la cave coopérative de Die, il y a eu plusieurs crises. Et très souvent, elles ont été incarnées par un conflit entre le personnage du directeur, qui incarne plutôt ce souci de la compétitivité, de l'accès au marché, et le personnage du président ou du conseil d'administration, qui incarne cette volonté d'ancrage au territoire.